Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous à cette soirée de remise des prix de l'Innovation Design by Challenge qui en est déjà à sa 4e édition. Ce challenge est soutenu par la ville de Renan, par l'ECAL, l'EPFL, Innovo, par également la HIGVD et les ateliers de Renan. Je me présente, Aurélie Chic, je suis ravie d'être avec vous ce soir pour vous accompagner et en vrai et en live lors de cette soirée. Cet événement est en direct. Nous sommes ici à l'ECAL, que nous remercions bien évidemment pour son accueil. Nous vous proposons ce soir un programme bien évidemment inspirant sur la contribution du design dans les projets d'innovation et qui vous donnera bien évidemment, et j'en suis certaine, l'envie de rester jusqu'à la fin de ce programme. Alors je dis, restez connectés. Pour commencer cette soirée, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Monsieur Jean-François Clément, qui est le syndic de la ville de Renan. Oui. Bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, en présentiel ou à distance. Bien évidemment, et grâce à qui nous célébrons ce soir le design et l'innovation. Et Monsieur Clément, bien évidemment, est un soutien considérable pour ce challenge. Donc à nouveau, bienvenue, bonsoir. Comment allez-vous déjà ? Bien, écoutez, malgré le contexte, eh bien, je vais bien et nous sommes capables de continuer à avoir des manifestations telles que celle-ci avec des moyens techniques requis, mais nous continuons à avancer malgré l'environnement. Absolument. Monsieur Clément, que représente ce challenge pour la ville de Renan ? Alors, ce challenge représente énormément pour la ville de Renan. Ça symbolise une évolution énorme de l'économie de Renan. Et c'est un challenge qui permet de mettre ensemble des éléments extrêmement importants pour la ville de Renan. Tout d'abord, l'ECAL et ses designers qui sont formés. Ensuite, les nombreuses startups qui viennent dans ce district des hautes écoles s'installer à Renan. Et au final, ce lien entre startups, designers, qui préparent et qui contribuent à organiser notre futur. Tout à fait. Pourquoi est-ce que ce challenge vous tient à cœur ? Alors, ce challenge nous tient à cœur parce que c'était une idée un petit peu folle que nous avons eue il y a 4 ans, lorsque nous avons pris conscience de la chance énorme de vivre au sein du district des hautes écoles, avec un établissement aussi prestigieux qu'est l'ECAL, ses designers, et on a voulu à la fois le mettre en avant les compétences de l'enseignement dispensé ici, le faire connaître au tissu entrepreneurial et puis le faire savoir aussi au-delà de ce district plus éloigné, de savoir qu'il est possible de bénéficier de ces compétences dispensées sur cette école. Extra. Monsieur Clément, qu'est-ce que vous pouvez souhaiter ou conseiller aux jeunes entrepreneurs et designers de cette 4e édition ? Eh bien, je leur souhaite de continuer à vivre leurs rêves, leurs projets, se réaliser au travers d'un projet, d'une idée. C'est ce qu'il y a, je pense, de plus valorisant dans l'existence. Et puis, je les invite à continuer à œuvrer en collaboration, en interdisciplinarité, à s'interroger sur leurs pratiques, à les faire évaluer, les faire mesurer par d'autres pour que les projets évoluent. Monsieur Clément Extra, merci beaucoup pour ces quelques mots d'introduction. On se retrouve plus tard de la soirée pour la remise des prix. Merci à vous, à plus tard. Tout de suite. Avant d'écouter les équipes, je vous propose de faire un bref retour sur ce qui s'est passé lors des précédentes semaines durant les workshops. J'invite donc Daphna Glauber, qui est l'organisatrice de cet événement, qui travaille pour l'ECAL et les PFL. Daphna, je vous invite à prendre place. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Bien, et vous ? Oui, bien, bien. Pas trop stressé. Ce challenge, c'est vraiment un challenge dans l'organisation, et spécialement en temps de Covid, évidemment. Ouais, ça fait relever encore d'autres défis. Oui. Mais bon, il faut s'adapter. Daphna, quelques mots sur ce challenge. En quoi est-ce que ça consiste, ce challenge, dans le fond ? Alors, ce challenge, c'est vraiment une rencontre entre des designers et des startups. L'idée est vraiment de pousser les innovations en poussant à l'interdisciplinarité et en croisant les talents de la région. Mais vous l'avez bien compris, c'est aussi un challenge, une aventure humaine avant tout, et puis une première étape, on l'espère, à de futures collaborations. Comment est-ce que vous sélectionnez les candidats ?
Le comité de sélection a choisi 5 startups issues de domaines très différents, comme la medtech, la fintech, la robotique ou même la gestion de données avec l'intelligence artificielle. Ça montre bien que le design a sa place dans tous les domaines, dès la création d'entreprises, et on essaie de l'amener au plus tôt dans les entreprises. Et pour les designers, on peut dire qu'il y a eu quand même 36 candidatures cette année, ce qui est beaucoup. Ouais. On a dû en sélectionner que 10. Ça veut dire que le niveau était assez élevé. D'accord. Et c'était aussi des designers qui, en fait, ils ont décidé de faire de sélectionner des designers assez jeunes pour lancer leur carrière aussi, notamment. Et donc, on a des designers graphiques, des design interaction, et puis on a des design industriels. Donc, plein de compétences qui permettent d'aider les startups. Et c'est aussi la particularité de ce challenge, puisque 2 designers collaborent pour une problématique. Et comment ça se passe en général, la rencontre entre ces deux mondes, l'innovation, le design, c'est quand même éloigné? Je ne vous cache pas que c'est toujours un choc la première session. Les startups découvrent un nouveau monde qui est le design, puis découvrent également une façon de fonctionner qui n'est pas dans leur habitude. Mais c'est en même temps, cette année, c'était très positif parce que les startups avaient vraiment la volonté d'apprendre des designers. Ils voulaient qu'on challenge un peu leurs produits-services. Ils sont arrivés avec un esprit très ouvert. Après, ils ont travaillé ensemble pendant 4 sessions au minimum, je dirais, parce que c'est des sessions de 3 heures coachées. Après, entre les sessions, ils ont certainement travaillé beaucoup plus pour arriver à ce que vous allez voir ce soir. Mais cette année, c'est aussi particulier parce qu'on a eu beaucoup de projets sur les outils de communication. Ok, très bien. Et comment ça se fait? Alors, les outils de communication, quand je dis ça, c'est pas forcément que de la brochure ou de l'esthétisme. Ça va beaucoup plus loin, vu que ça montre un peu l'expérience globale. L'expérience globale, c'est surtout on voit le produit, on voit un peu de branding, un peu de comment communiquer avec le client. Et ça, on sent qu'il y a un vrai besoin de créer cet engagement utilisateur dès le début, en fait, de la création des startups. Et c'est un point qui est vraiment important pour nous à l'ECAL et le PFL. Pardon, je ne sais pas si on voit les slides. Mais c'est un point qui est vraiment important à l'EPFL, puisqu'en fait, on a une plateforme qui s'appelle Enable by Design Challenge. Okay. Et cette plateforme... Pardon. Les slides suivent, oui. La technique, oui, la technique, le live, on essaye de... C'est certainement sur l'ordinateur. Attendez. Voilà, donc... comme vous voyez, en live, on attend les slides qui suivent, mais ça doit arriver. Quelqu'un peut m'aider? Mais en fait, ça ne marche pas. C'est assez bizarre. Oui. Donc, écoutez, je pense qu'on continue sans les slides, comme on dit. On continue sans les slides. Donc, Enable by Design Challenge. C'est-à-dire, Enable by Design. C'est un peu comme Innovation by Design Challenge, mais c'est plus long terme et il s'agit de mandats. Donc c'est aussi des rencontres de designers et de startups. On a jusqu'à ce jour, ça fait 6 mois qu'on est on a mis en place cette plateforme. On a déjà 14 collaborations. Wow. On espère qu'on en aura beaucoup d'autres l'année prochaine. On voudrait l'ouvrir aussi au-delà de l'EPFL et l'ECAL, bien entendu. Okay. Donc on invite les startups de la région à venir voir cette plateforme, les designers également. D'accord. Et vraiment, c'est en tout cas ce qui me tient à cœur pour dire ce soir, et puis on souhaite bonne chance à toutes les équipes. Mais on a eu quand même des candidats particulièrement investis, engagés. Ça faisait plaisir à voir, avec une belle énergie. J'espère qu'ils ont eu du plaisir. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à les suivre. Merveilleux. On découvrira ça dans un instant avec les quelques projets sélectionnés. Merci. En tout cas, Daphna, merci de cette présentation, de toute cette organisation. C'est jamais simple. Merci. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Je souhaite maintenant passer la parole à
une jeune femme. Bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse démarrer. Vous êtes de... Du coup, moi, je suis de l'EPFL. Nous, on est la start-up ArcoScreen. Extra. Alors, Voilà. on commence les pitchs. D'accord. C'est donc ça? On ne contrôle plus rien là. Oui, on voit nos slides. C'est Vous tout êtes bon. prêts avec vos slides? Donc, les sessions de pitch commencent à cet instant. Je veux juste mentionner que le public pourra voter. Voter pour la meilleure équipe, le meilleur projet. Donc ces sessions de vote seront ouvertes à la fin des pitchs des 5 équipes qui vont présenter dans quelques instants. Vous verrez donc le vote s'ouvrira sur votre écran. Donc pour toutes les personnes qui sont en ligne, sur votre écran en haut à droite, à la fin des projets. Sans plus attendre, eh bien, je vais laisser démarrer ArcoScreen et puis on va enchaîner les pitchs les uns après les autres. Je vais juste préciser que en fait, les pitchs présentent le fruit d'une collaboration entre un designer et puis une start-up. Ils ont travaillé ensemble sur un temps très court et en 5 minutes, ils vont vous résumer le résultat de cette collaboration. C'est parti, je vous laisse le micro. Merci beaucoup. Alors, imaginez-vous dans la tête d'un chercheur d'une entreprise pharmaceutique, avec pour vocation la découverte de nouveaux médicaments. Malheureusement, toutes les méthodes actuelles à votre disposition sont vieilles de plusieurs décennies et sont inadaptées à votre recherche. Mais aujourd'hui, tout cela change grâce à ArcoScreen. Nous visons à révolutionner la découverte de médicaments. Et comment ? Grâce à ces puces microfluidiques. Voilà, grâce à ces puces qui sont au cœur de notre technologie. Il faut savoir, 1/3 de tous les médicaments sont basés sur des récepteurs spécifiques liés à des protéines G. Et ces récepteurs, ces protéines sur la cellule, sont impliquées dans toutes les maladies connues. Les maladies d'Alzheimer, de Parkinson, le diabète, les maladies cardiovasculaires ou encore le cancer. Malheureusement, les méthodes actuelles pour identifier les médicaments actifs contre ces récepteurs nécessitent 4 tests successifs, qui chacun coûtent très cher, jusqu'à 5 000 francs, prennent du temps, jusqu'à 24 heures, et sont également possiblement radioactifs. Mais surtout, ils sont basés sur des cellules mutantes qui ne représentent pas la réalité, ce qui entraîne de nombreux échecs lors des essais cliniques sur des patients humains. C'est pourquoi nous avons décidé, chez ArcoScreen, de se focaliser sur ce problème. Et nous avons développé une nouvelle plateforme d'identification de médicaments. Cette plateforme est basée sur des cellules fluorescentes. Comme vous le pouvez voir ici, notre plateforme de développement avant ce challenge, sans l'aide des designers. Les clés de notre projet sont ces cellules fluorescentes qui sont à la base de notre présentation. Et voici les premiers visuels faits par les designers de notre machine. Grâce à leur travail, nous pouvons mettre en avant notre technologie. En effet, Cines permet de travailler directement avec des cellules natives, non mutantes, qui représentent la réalité du corps humain. Notre technologie permet également d'identifier le mode d'action d'un médicament en un seul test, au lieu de 4 actuellement, ce qui permet une plus grande précision et rapidité. Mais en plus, ce test s'effectue en seulement 15 minutes et est basé sur de la fluorescence qui nous permet de nous affranchir de tout problème radioactif. Finalement, Cines est très simple d'utilisation grâce à son automatisation complète du test. En effet, les réactifs sont insérés dans la machine ainsi que la puce microfluidique. Ensuite, le test est lancé, la machine se referme et les réactifs sont séquentiellement injectés dans la puce. Cette puce est composée de canaux microscopiques qui permettent de faire passer des fluides et de piéger des cellules à des endroits spécifiques. Ces cellules vont être marquées par fluorescence. Cette fluorescence va nous indiquer si les cellules sont réactives contre les médicaments testés. Vous allez maintenant voir un extrait de l'expérience utilisateur de notre machine.
Notre technologie est dédiée aux techniciens de laboratoire des entreprises pharmaceutiques pour la découverte de médicaments dans des labos de recherche et développement, et peut-être intégrer un laboratoire comme indiqué ici. Grâce à ce challenge, nous avons pu vous fournir des premiers visuels de la machine, mais également faire une présentation qui convient à notre charte graphique. Maintenant, nous aimerions remercier tous les organisateurs de ce challenge qui nous ont donné l'opportunité de pitcher, mais également vous, le public, car en votant pour nous, vous nous permettez de réaliser notre premier prototype et aussi de révolutionner la découverte de médicaments avec nous. Merci. Nous allons maintenant voir le prochain pitch, qui est celui de Robin de Datasy. « 7 minutes et 89 clics. 7 minutes et 89 clics. Mesdames, Messieurs, voici l'effort nécessaire afin de trouver de l'information pertinente sur les actions climatiques de 2 entreprises publiques suisses. Cette vidéo est la représentation même de la frustration, de la perte de temps et de la surcharge informationnelle que peuvent ressentir des millions d'analystes et de chercheurs au quotidien. Trouver de l'information pertinente sur les sociétés cotées, simplement et rapidement, est le cœur de Quizir. Alors pour cela, nous avons premièrement interviewé 40 chercheurs issus du monde académique et universitaire. Deuxièmement, nous avons identifié dans leur quotidien toutes les tâches de recherche manuelles et fastidieuses. Et toutes ces tâches, nous les avons automatisées au sein d'une plateforme. Alors, la création des algorithmes, c'est notre expertise. Mais avant cela, comment identifier si notre plateforme répond aux besoins de nos utilisateurs? Comment communiquer effectivement les bénéfices de notre technologie sans support visuel crédible? Il était là, notre besoin en design. S'ensuit alors notre première rencontre avec nos 2 designers, Camila et Pablo. L'heure était à l'euphorie. Nous leur fournissions tout ce que nous avions, nos prototypes, nos personas, nos scénarios utilisateurs et j'en passe. Et puis, à la fin de cette première session, au final, on s'est vraiment demandé, mais que garde-t-on de tout ça? Eh bien, pas grand-chose. Mais au moins, nous étions fixés sur les objectifs de ce challenge. Nous avions besoin de nouveaux prototypes afin de les présenter à nos prospects. Et afin d'imaginer ces prototypes, nous nous sommes concentrés exclusivement sur nos utilisateurs. Qui sont-ils? Que font-ils actuellement sans Quizir? Et que cherchent-ils à accomplir avec Quizir? Et c'est ainsi, avec un scénario utilisateur très précis, que nous commencions à créer ces prototypes. Alors au début, cela consistait majoritairement d'aller-retour entre les designers et notre team. Et puis au fur et à mesure de leur conception, on a commencé à les montrer. Tout d'abord à notre famille et nos amis. Et puis dans un second temps, dans un test d'usabilité auquel 33 personnes ont participé. Et finalement, nous étions enfin prêts à les présenter aux personnes à qui ils étaient destinés, nos prospects, et 2 d'entre eux pour être exacts. Et finalement, vous les présentez à vous, mesdames, messieurs, membres du public. C'est avec grand plaisir que je vous montre nos prototypes réalisés lors de ce challenge. Alors, nous avons premièrement fait le choix d'une interface adaptative qui s'ajuste au parcours de l'utilisateur dans la plateforme. Notre but est simple, lui fournir une expérience efficace, utile et intelligente. Deuxièmement, nous avons pris soin de dresser une hiérarchie de l'information ergonomique qui distingue bien les entrées de l'utilisateur, les résultats de recherche et l'affichage du document sélectionné. Et finalement, nous avons revu notre identité visuelle afin de communiquer une image de marque plus dynamique, plus avant-gardiste, en accord avec le ton et la voix de Quizir. Notre expérience au sein de ce challenge était extraordinaire. Comme vous pouvez le voir sur cet écran, nos prototypes ont évolué de façon significative. De plus, nous avons pris énormément de plaisir
à collaborer et à apprendre de personnes vraiment talentueuses. L'avenir pour notre start-up est désormais très prometteur. Tout d'abord, nous sommes équipés afin de tester nos hypothèses de marché auprès de nos prospects avec des prototypes concrets. Deuxièmement, nous allons continuer à itérer, idéaliser et tester nos idées. Et finalement, nous allons pouvoir le faire d'autant mieux et plus rapidement avec Camilla, une de nos designeuses qui va rejoindre notre équipe d'ici peu. Mesdames, Messieurs, membres du public, n'oubliez pas, 7 minutes et 89 clics. Quel gâchis! Cependant, en votant pour nous, vous pouvez contribuer à ramener ces chiffres à 1 minute et 6 clics. Merci pour votre temps et vive le design! Donc voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Luc Conti ici pour représenter l'équipe et la startup Inergio. Donc il faut savoir qu'à Inergio, nous sommes à un moment crucial de notre développement. Nous avons gagné pas mal de bourses telles que VentureKick, InnoBooster, Bridge et bien d'autres. Et maintenant, nous sommes à la recherche d'investisseurs pour pouvoir finaliser le développement de nos prototypes et l'industrialiser. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut atteindre ces investisseurs. En effet, notre produit il est pas mal technologique et c'est pas souvent facile à comprendre si on n'est pas exactement dans le domaine. Mais grâce à Design Challenge, nous avons pu créer une identité visuelle pour l'entreprise et puis créer un nouveau design pour notre produit pour mettre en avant nos arguments de vente qui sont la légèreté, la compacité et la transportabilité. Mais avant d'entrer dans ces détails, je vous propose qu'on revienne 2 semaines en arrière au début du challenge. Donc voilà, 2 semaines plus tôt, je rencontre pour la première fois notre équipe qui est composée de Julian qui sera le designer industriel qui va faire le design de notre produit. Ensuite, nous avons Johanna qui sera la designer graphique qui va nous aider à créer cette identité visuelle pour notre entreprise. Et moi-même qui suis un ingénieur de chez Inergio. Donc voilà, comment ça se passe, notre première rencontre? Moi je me suis dit, tiens, je vais peut-être leur amener un prototype et leur expliquer qu'est-ce qu'on fait, comment ça fonctionne. Donc il faut savoir qu'on fabrique des piles à combustible qui transforment en fait du gaz de barbecue, du gaz camping gaz, en électricité. Donc j'arrive avec ma boîte que je pose sur la table. Il faut imaginer une boîte pleine de fils, de tuyaux, de pompes, de valves, de circuits électriques et j'en passe. Et je leur pose sur la table et je commence à leur expliquer, bon alors voilà, ça fonctionne comme ça, comme ça. Et bien sûr, la réaction des deux designers, mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Mais c'est qui cet illuminé avec sa boîte magique, on ne comprend rien à ce qu'il nous raconte. Mais bien sûr, moi je continue et on continue ensemble. Donc je leur montre aussi notre site internet et nos différents slides qu'on pitch à nos investisseurs. Et assez rapidement, ils se rendent compte, ces slides, ils sont bien, mais ils sont quand même pas mal techniques. Et peut-être qu'il faudrait les rendre un peu plus simples pour que finalement plus de monde puisse comprendre le concept qu'on a derrière notre produit. Donc déjà, on commence par redesigner notre produit. Donc on fait un assemblage avec toutes nos pièces à l'intérieur et on crée cette boîte, ce packaging. Donc ça, c'est Julian qui va le faire pour qu'on puisse voir en fait quelles sont les valeurs de notre produit, quels sont les avantages qui sont la compacité, la légèreté, et qu'on peut voir assez facilement maintenant avec ce nouveau design de boîte. On voit qu'on peut transporter, il y a une poignée, on peut se représenter la taille, c'est à peu près la taille d'un sac à main. Et en plus, on peut voir qu'on n'est plus à l'état de prototype, mais qu'on a presque déjà un design final en fait. Et en plus, on a ajouté cet éclaté où on peut montrer à nos investisseurs un peu, leur expliquer comment fonctionne l'intérieur de notre produit. Alors bien sûr, pendant 2 semaines, forcément, il y a 2 domaines très différents qui se rencontrent. Et du coup, il y a pas mal de petites anecdotes marrantes. Par exemple, à ce moment-là, c'est Johanna qui nous présente différents logos de l'entreprise. Et bien sûr, les 2 designers, Johanna et Julian, ils regardent ces logos et ils se disent « Ah, moi je préfère celui-là, moi je préfère celui-là ». Et moi, je suis à côté et je me dis « Mais c'est tous les mêmes, ces logos. Quelle est la différence au final ?» Forcément, je suis plutôt ingénieur, je suis plutôt technique et les différences sont si infimes que c'est difficile de comprendre. Mais bien sûr, ils m'expliquent toutes ces différences. Un logo qui est à peine plus compact, il va pouvoir véhiculer un message plus important. Aussi, s'il y a des angles droits, ça va véhiculer un message de force de l'entreprise, c'est ce genre de choses. Et c'est ça la richesse un peu de Design Challenge, en fait, c'est de
si vous voulez, d'apprendre si rapidement en 2 semaines autant de choses d'un domaine qu'on ne connaît pas. Donc voilà, là je vais vous présenter maintenant un peu la modification de nos slides, donc le visuel de notre entreprise. Donc à gauche, vous avez les slides précédents qu'on présentait, et à droite, ce sont les nouveaux slides qu'on présente. Et on peut se rendre compte que les informations sont toujours là, mais bien sûr, c'est beaucoup plus digeste. On arrive à isoler les informations vraiment importantes, et c'est bien plus facile aussi à comprendre les applications et aussi à comprendre. Après, vous allez voir, par exemple, le business plan, on voit vraiment une timeline qui avance. Et même si toutes les informations sont là, ça semble beaucoup plus sobre, en fait, à droite, et c'est exactement ça qu'on voulait. Donc voilà, j'aimerais remercier particulièrement mes 2 designers, Julian et Johanna, qui ont fait un travail formidable. Je ne pense pas qu'ils ont eu beaucoup le temps de dormir pendant ces 2 semaines, mais bon, ils pourront se reposer ce soir, on va dire. Et puis, bien sûr, on va continuer. C'était juste un concept pour l'instant. C'était un peu plus qu'un concept, en fait. On a déjà une idée précise d'où on veut aller. Et maintenant, on va continuer tous ensemble pour pouvoir finaliser ce développement et puis construire cette image d'entreprise qu'on va avoir. Merci beaucoup. Et donc maintenant, je vais donner la parole à François pour Isochronique. Bonjour, je suis François, un des 2 designers qui a eu la chance de travailler avec la startup Isochronique. Et je vais vous présenter Isochronique et ce qui est le pick and place. Le pick and place, c'est ça. Pick and place. Pick and place, 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 pick and place. On ne peut plus aller plus vite. Mais Isochronique a la solution. Le but est de prendre ce cookie et de le mettre dans cette boîte. C'est facile. Mais si vous avez 1 million de cookies, c'est l'industrie. 1 million de cookies par jour. Vous avez besoin d'un robot. La solution actuelle a été créée juste à côté d'ici, à l'EPFL, en 1984. 1984. Le principe de ce robot est le suivant. Il prend un cookie et l'amène dans la box un par un. Et il revient et il essaie d'aller le plus vite possible. Mais ce n'est plus possible d'aller plus vite. Nous avons rencontré 7 startups Isochronique. Et ceci, c'est leur prototype actuel qu'ils développent. C'est un robot isochronique. Il travaille simultanément. Cette animation, elle démontre que l'isochronique est plus performant que le delta. À gauche, le delta, à droite, l'isochronique. Vous voyez le delta qui prend un cookie, qui le met de l'autre côté, qui repart prendre un autre cookie, qui le remet de l'autre côté, et en fin de compte, il laisse des cookies passer. Il n'arrive pas à suivre la cadence des cookies. Alors que de l'autre côté, le robot isochronique est déjà à 5 ou 6 colonnes de cookies. Donc, il va beaucoup plus vite, il est beaucoup plus efficace. Alors, il y a plein d'avantages à ça. Il y a plein d'avantages, mais les 2 plus importants, ce sont ceux-là. Le débit et la compacité. Le débit parce que, en fin de compte, il va beaucoup plus vite. Donc, il a un débit démultiplié. Et la compacité parce que vous avez besoin que d'une machine comparée peut-être à 8 delta robots. Une seule machine, c'est moins de place, moins d'énergie, donc un coût réduit, tout simplement. Notre travail de design industriel a été d'amener du sens et une forme et trouver quelque chose de compréhensible pour cette machine. Donc on a décidé de couvrir cette machine en montrant le mouvement au maximum par ce bras qui est bleu. Dans le bras bleu, il y a des rails. Et ces rails font traverser les cookies. Nous avons décidé de mettre des lumières dessus. Comme ça, nous pouvons voir le mouvement sans divulguer le secret industriel qu'il y a sous cette machine, puisque c'est très important. Ce bras bleu est la combinaison de plusieurs mouvements. Premièrement, celui-ci, qui est un mouvement plutôt normal, une rotation par la droite, comme celle-ci.
et enfin une rotation par la gauche. Si on combine les 3 mouvements, on a le robot isochronique, sa caractéristique première et son innovation, qui est celle-là. Mais donc une machine, c'est bien. Mais notre travail de designer industriel a été aussi d'apporter de multiples configurations pour des contextes différents. Vous voyez au milieu un isochronique avec 4 bras qui peut démultiplier ce débit. Et vous voyez le isochronique single long avec un grand bras qui permet d'avoir une distance de convoyeur beaucoup plus longue pour d'autres objets. Donc la prochaine fois que vous mangerez un cookie, j'espère que vous penserez à isochronique. En tout cas, moi, oui. Je ne sais pas si je vais en manger bientôt. Mais pas seulement. Avec votre smartphone, votre stylo, votre clé USB, du chocolat, des produits pharmaceutiques, tout ce que vous touchez tous les jours quasiment est transporté par ces machines. Alors je veux vous dire merci et en avant pour cette nouvelle révolution de l'industrie robotique. Merci à vous. Bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Sacha et je peux vous dire que je me préoccupe dans quel monde je vais vivre plus tard. Et peut-être que vous aussi vous inquiétez dans quel monde vos enfants vont vivre. Du coup, je fais attention dans mes gestes du quotidien. J'essaye peut-être de prendre le train, de manger différemment, de me déplacer à vélo. Et puis un jour, j'ai compris que mon pouvoir était dans mon épargne. Effectivement, pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, les 3/4 des gestes à effectuer proviennent de l'épargne. Alors je me suis demandé, qu'est-ce que finance mon épargne? Et puis, je vous le demande à vous aussi peut-être, qu'est-ce que finance votre épargne? Peut-être vous avez une vague idée. Alors je suis allé sur le site de ma banque, et j'ai été regarder ce que finance mon 3e pilier. À vrai dire, je n'ai pas trouvé grand-chose. Je n'ai trouvé que 5 entreprises sur les 100 que mon portefeuille finance. Et en première ligne, Amazon. En résumé, ce que je n'ai trouvé ne me satisfait pas et ne correspond pas avec ma vision de la durabilité. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Wimpact, avec la conviction de mobiliser les épargnants pour accélérer la transition durable en créant une plateforme d'investissement à impact positif pour épargnants. Avec Wimpact, on a imaginé Vera. Vera vous permettre de comprendre l'impact de votre investissement sur le monde et sur votre avenir. Je vais vous présenter Vera. D'abord, on inscrit son nom, on choisit le montant que l'on souhaite investir et on sélectionne les enjeux qui nous tiennent à cœur. Le climat, le portefeuille climat correspond à lutter contre le réchauffement climatique. Mais pour moi, tous ces enjeux sont importants. Ensuite, je peux choisir l'allocation spécifique de mon portefeuille et peut-être que j'ai envie de concentrer mon impact sur le climat ou l'accès à l'eau. Ce qui est super aussi, c'est que je sais que mon investissement va permettre de contribuer pour mes projets futurs. Et à présent, je vais vous montrer l'univers de mon portefeuille que j'ai créé avec Vera. Tout d'abord, mon impact. Je sais qu'investir avec Wimpact me permet d'économiser 850 kg de CO2, ce qui correspond à 5000 km en voiture, ou 37 800 mètres cubes d'eau, ce qui correspond à 15 piscines olympiques. Et le meilleur avec Vera, c'est qu'en plus d'expliquer notre impact, elle nous fait comprendre pourquoi et comment. Par exemple, le portefeuille climat permet d'investir dans la mobilité durable, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique contribue à lutter contre le réchauffement climatique.
Et si j'ai envie de savoir les entreprises des secteurs, je peux le faire. Par exemple, je peux m'intéresser à Kingspan. Et je peux savoir son histoire, ses projets, comme le siège d'Adobe aux États-Unis ou le musée qu'il a créé en Écosse. Et si je veux plus d'informations sur Kingspan, tout est disponible. Finalement, la simplicité et la transparence que Vera apporte va vous permettre de devenir acteur du changement avec votre épargne et de contribuer à améliorer le monde. Et si vous, moi, vos amis et vos proches, on s'y met tous ensemble, on pourra accélérer la transition durable. S'il y a une phrase à retenir, c'est que votre pouvoir est dans votre épargne. Merci. Merci à toutes les équipes pour ces pitchs. Ça va être difficile de voter. Tout est vraiment impressionnant, tout est bien fait, bien réussi, prometteur. Maintenant, on fait appel au public. C'est à votre tour de travailler ce soir. Donc, normalement, sur votre écran, ça doit être en haut à droite. Il est possible de voter. Donc, à tout le public qui nous suit ce soir, je vous invite à voter pour la meilleure équipe. Donc, on verra en quelques instants l'équipe qui se démarque. On va laisser le vote ouvert encore un instant, le temps d'accueillir notre speaker suivant, le temps qu'il fasse son speech, et on terminera le vote après ce dernier speech de la soirée. Mais voter, c'est le moment. J'accueille maintenant une personne sur scène, c'est Malaki Spollen, qui va nous parler de Logitech et du rôle du design dans la croissance de cette ancienne start-up de l'EPFL. I think, Malaki, you will talk in English? Yes, I'll present in English tonight. Okay, so if you want to sit comfortably there, so I'll leave you the micro, the scene, it's your turn. Peut-être encore une précision, cher public également, n'hésitez pas à utiliser le chat que nous avons mis en place si vous souhaitez poser des questions. Malaki, on prendra quelques questions du public à la fin de votre présentation. En français, en anglais, vous public, vous pouvez poser des questions. On se retrouve tout à l'heure. Je vous laisse. Merci. So good evening. Thanks a lot for inviting me to the Innovation by Design Challenge. It's been very interesting, and I wish the best of luck to all of the teams. Tonight I'm going to talk to you about the role of design in the growth of Logitech. As was mentioned, Logitech is an EPFL startup from over 35 years ago. I've been at Logitech for the last 8 years. And during that time, there's been quite a revolution. We founded a new design team, which is global, and we've been doing quite well. I suppose one of the things I'd like to say is that I really believe that design is a business function, and we can use it to do better business. So that's what I'm going to talk about tonight. So design has always played a very important role at Logitech. From the very beginning, you can see some of the innovative products that are obviously well designed that Logitech launched in many different sectors from quite a while ago. Our growth in Logitech was linked to the growth of the PC platform. And while the PC platform was growing, we could do whatever accessories we wanted around it, and there was natural growth with the PC platform. But in 2010, 2012, Logitech got into a little bit of trouble. The PC platform stopped growing so much. Mobile phones came along.
People started getting distracted. There was lots of competition. And at that time, our new CEO, Bracken Darrell, joined the company. He'd come from working in Whirlpool and Braun and P&G, where he'd seen the power of design and the power of consumer focus work for those companies. And he was convinced, he said that his mandate was to turn the business around, but he didn't want to focus on a short-term turnaround. He really wanted to create a design company over the long term, because he believed that that's the best way for Logitech to grow and to thrive. Soon later, Alistair Curtis, who's the ex-head of design at Nokia, joined Bracken in his leadership team as the chief design officer. Alistair brought a huge amount of international experience in running a global design team for a very large company, and very quickly set about building an internal design function in Logitech. Not only that, but Alistair contributed significantly to the ambition that we stated, which is that Logitech, we want to design experiences that transcend their functional value and are loved by people. But that's only one half of the ambition. The other half of the ambition is a little bit more ambitious. We say that design is a behavior and not a department. So yes, we have a design function that we've been building and growing over the last 8 years. But when we talk about design as a behavior, we really mean that basically in this context, everyone in the company who has the consumer focus and the creative confidence and the ability to constantly challenge and improve what and how we're doing things, we consider that a designer. That's a designer's role. So one of the first things that we had to do when Bracken came and Alistair came on board, as well as the practical building of the design team, the design function, was actually reset our vision and our purpose to be in line with the ambition that we had. So our vision was restated as we want to design new possibilities that extend human capability. Obviously, design is in the middle of that, and that's what we hope to achieve. Our purpose, which is more about what we do every day, is we design experiences so that you can create, achieve, and enjoy more. And I think you'll see with human capability and the consumer focus is at the center of everything we do. It's in our vision, it's in our purpose, it's in our ambition. It's in all of the tools and methods that we use. Of course, this is a huge challenge because we're not only bringing design in to change the way we do products, to change the services that we do, but actually to change how the company operates. And I think despite appearances, Bracken is not a magician. He can't make speakers float. He also can't change the company just by himself. We have built a global design team over the last 8 years, both in the US, Europe, and in Asia. And one of our main offices and the headquarters of Logitech actually is on the EPFL in Lausanne, in the Borel Innovation Center. So we have a 160 strong design team in many different functions, distributed right across the world, working with the business and engineering and operations teams to make this all happen. We also invest in the next generation of designers that we want to bring through by partnering with some select universities. We did a grand challenge with CERN at the Royal College of Art in London, and we did a project with Umeå University up in Sweden last year, and 4 of the designers from the team that we worked with have won pretty good design awards from Red Dot, Industry Forum, and Core 77. So we're quite proud of the work we're doing, and we've taken
students from those universities into our teams for internships. We had to do something to kind of coordinate the work at Logitech. So we developed these design principles. They're not strict rules or guidelines. We don't have that. We basically have a set of principles that we work to across all the teams, all the regions, and all the brands. But so the principles start with this idea of one powerful idea. One powerful idea is clarity of purpose and benefit to the consumer. And that's what everything hinges on. If we get that right in the beginning, based on good insight, then it usually stays true right to the end, to the execution and go to market. If we're not so sure about it, we usually see the story changing over time. Soul is the unique personality of the product or experience. Effortless is the relentless pursuit of creating friction-free experiences. Crafted is simplifying and perfecting and stripping down to the essentials. And magical, which for me is very important, is the interactions that are alive and expressive. Using these 5 principles instead of strict rules, across all of our teams, our product categories and our brands, we give the flexibility to adapt, but it still seems to help us to bring consistency. So here you'll see a selection of products across our different brands. There's a consistency in the outline and shapes. But then when we get into the individual brand expression or consumer expression, while the consistency is still there, it gives us the flexibility to develop those unique experiences that the consumers really need. And in the end, when we put them all together, hopefully they always work beautifully, and we've achieved our goal. We also have begun to partner externally with other companies. This was an adaptive gaming kit to allow gamers with handicap play on the Xbox One. It's super fulfilling to be able to do this. Initially, commercially, it didn't look like it should make sense, but we did it anyway, and it's working very well for us. It's not huge, but it's so fulfilling to be able to do work like this and to be able to collaborate with Microsoft and Xbox to do it. We've also recently launched a gamer's chair with Herman Miller. It's unusual for us because Herman Miller do the manufacturing. You'd think that we should. But what we brought was the expertise of all of the pro gamers who we sponsor as part of the big game leagues. And in a recent League of Legends tournament, the 4 finalist teams were all Logitech sponsored. We're also developing tools to help gamers to train and perform better, and also training those teams. It's almost like we have a training program for pro sports, and with gaming going to be part of the Olympics next year, I think we're just in the right place. We've also spent a lot of time teaching and coaching hundreds of our colleagues in design thinking, design doing, making prototypes, building creative confidence, and trying to bring some positive disruption to what we're doing. We've managed to more than double the brand portfolio of Logitech in the 8 years, and the design team has had to grow and stretch to cover each of those brands. We've also increased the number of categories we play in while we've been doing this transformation, which I have to say isn't easy. We've also done very well. We've won hundreds of design awards from all of the big groups in all the categories we do, from all the brands that we have. It's not an end in itself, but it's a good benchmark that we're doing well. And it's even better when we can celebrate every product launch and every award that we win, not just in design, but across all of the functions and all of the categories that we have. I think that's
really important, because if you want to be a design company, it's not just design who has to win, it's actually the whole company. And lastly, we've been in the top 10 innovative company in design for Fast Company for the last 3 years. This is pretty good. We're in with prestigious company, so it's another good indicator that we're doing something right. I suppose the question at the beginning was, how has design helped Logitech grow? Since Bracken came on board in 2012, I joined, Alistair joined, and we've been growing the teams. We've managed to increase the revenue of Logitech from 2 to 3 billion, which is pretty good. And the share price has gone from $15 to $75, which is also pretty good. So I think that we definitely probably didn't do any harm, and hopefully some of that increase has been driven by what we're bringing to the company. The last thing is that I don't think it's luck. McKinsey & Company in 2018 published a report called The Business Value of Design. And basically they said companies with top quartile McKinsey Design Index, which was an evaluation of their design capability and commitment, score, if they have the top scores, they outperform industry benchmarks and growth by as much as 2 to 1. So their growth rate is double the industry standard. Their share price increases by double the industry standard. So that's 2 times outperform, and it's consistent over the 5 years that they measured, and it's consistent over about 5 indexes that they used. But the question they were trying to answer in the report was, how does this happen? Why does this work in design? And I think the answer is that if you get companies who really don't use design in its first generation, which is purely cosmetic to make something look nice and maybe help you sell it better, or in its second generation, where I think Logitech were quite advanced, where design becomes strategic and it sits at the table with all of the other functions, and it really brings the consumer focus. So that's second generation. If you start getting towards third generation, where design is just embedded in the company, everybody believes they can design, they have a role to play in designing things. We redesign and reinvent every day. We don't sit still. We're never happy with what we have. We've got to do one better, and we've got to do it based on serving the people that we're doing it for. Then I think you'll find that the whole company acts differently, and you get these kind of results. Lastly, I just wanted to show a little video that maybe will let you understand how it feels to be in Logitech as a design company. Hope you enjoy. We made dozens of prototypes and put them into hundreds of hands until we discovered the perfect shape, texture, and the optimal ergonomic angle. Then we tested, retested, and tested again until we truly elevated ergonomics, proving that we could do this, and this. Finally, we fired up the machines and brought MX Vertical to life. And that's it. So I hope you believe that design has a role to play
in growing companies. And like Daphne said, from the very beginning as a startup, right up to the largest companies in the world, they could do with designers as part of the team. Thank you. Thank you, Malaki, for your time, for those explanations. I have one question for you, of course. Yes. What is the most challenging thing for a designer to step in the world of tech, of engineers? I think you need to approach every engagement in a humble way. You bring all of your experience, all of your training, all of the good things about what you know, but you're also meeting people who have lots of experience training on their side. Often the first engagement, minds don't meet. People come from different directions and they have different points of view. But I think that if you manage to blend as a team, you realize that you all want the same outcome. You're just coming at it with a different tool set and possibly a different mindset. And if you're humble in the engagement and you listen well and you have empathy for the other point of view, I think you'll find a way to succeed despite the differences. And that's very, very important. Merci, merci infiniment pour votre présence et pour avoir aussi répondu à cette question. Je propose qu'on continue la soirée avec qui je vous laisse rejoindre le public qui est très petit ce soir, en tout cas en vrai, mais en ligne, on sait que vous êtes nombreux. Maintenant, j'aimerais appeler Félix Burnand, qu'on attendait un tout petit peu plus tôt dans la soirée, mais qui nous rejoint quand même parce qu'il ne pouvait pas manquer ce rendez-vous. Donc Félix Burnand, c'est le fondateur de La Fraîche. C'est un concepteur de micro-fermes autonomes. Bonsoir Félix. Bonsoir. Il faut savoir que Félix a participé à l'édition 2017 de l'Innovation by Challenge. Il a collaboré avec Jérôme Rutsch et Renaud de Francesco. Et puis sachez que tous trois ont continué la collaboration jusqu'à la commercialisation du projet. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Eh bien, Félix, je vous laisse la parole. C'est à vous. Très bien, je vous remercie. Alors bonjour, je m'appelle Félix Burnand. Je suis le fondateur de La Fraîche. De formation, je suis ingénieur en environnement, EPFL. Alors, La Fraîche, c'est quoi ? La Fraîche utilise l'agriculture d'intérieur comme moyen d'améliorer la qualité de vie dans les lieux qui en ont le plus besoin. Chacun de nos meubles vivants accueille un écosystème dans lequel on a des plantes et des poissons qui vivent ensemble en harmonie et puis produisent des plantes aromatiques. Mais je suis plutôt là pour vous parler de... Donc ça, c'est là où on est maintenant, mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est comment on y est arrivé. Donc en fait, en 2017, j'étais un jeune ingénieur et puis j'étais passionné par l'idée d'agriculture urbaine. Alors j'essayais de faire pousser le maximum de plantes sur mon balcon. C'était ça mon challenge d'ingénieur. Alors il y a une technique pour ça, ça s'appelle l'aquaponie. On collabore avec des poissons, c'est eux qui donnent les engrais. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis j'ai eu la chance de participer avec ces prototypes au Solar Decathlon 2017, qui a été remporté par l'équipe suisse à laquelle j'ai participé. Puis voilà, ça m'avait donné un peu confiance. Alors je me suis dit, maintenant, l'aquaponie, ça a l'air super, on va faire un produit. Alors j'avais fait ça comme ça, tout seul, de manière un petit peu naïve. Une boîte comme ça, en bas, il y a un réservoir pour les poissons, en haut, il y a des plantes. À ce moment-là, je ne le trouvais pas très beau. Alors j'ai entendu parler de l'Innovation by Design Challenge, qui était à sa première édition. Alors je me suis dit, mais c'est super, des designers, donc ils vont m'aider à rendre ça joli. Ce sera parfait. Et j'ai ensuite eu la chance de rencontrer les designers en question, Renaud De Francesco et Jérôme Rutsch, qui m'ont permis de voir à quel point c'est pas du tout comme ça que ça marche le design. Ils m'ont un peu introduit à la notion de design thinking, c'est-à-dire qu'on part de l'empathie
avant de définir un besoin, pour créer des idées, ensuite faire des prototypes et tester, avec toujours l'idée qu'on peut revenir en arrière, faire des boucles itératives, revenir en arrière. Et puis finalement, en fait, moi, j'avais commencé directement au prototype. Donc j'avais complètement ignoré la question du design sur la première partie. Je me disais, on va le rajouter à la fin. Je pense que ça, c'est le plus gros enseignement que m'a apporté l'Innovation by Design Challenge. Alors, on est revenu à la base, hein, déjà en se posant la question de la concurrence. Qu'est-ce qui existe déjà en termes d'agriculture d'intérieur? Il y avait déjà beaucoup de choses qui existent pour les particuliers. Donc, on s'est plutôt réorienté vers... on s'est aperçu qu'il y avait un plus gros potentiel, notamment vers les entreprises, les restaurants, les maisons de retraite. Tous ces endroits où, en fait, des gens passent beaucoup de temps à l'intérieur, mais coupés de la nature. On a appris également l'idée de personnifier les personnes qui seraient nos usagers finaux. Voilà, alors une résidente DMS qui va passer l'énorme majorité de sa vie à l'intérieur, qui va avoir très peu de contact avec des phénomènes vivants, à part peut-être le chat de l'EMS, voilà. Ou un informaticien qui travaille à 100% dans une entreprise. Il y aura peut-être une plante verte, mais il va être toujours très très coupé de tout ce qui est phénomène vivant. Alors voilà, ça les designers en parleraient mieux que moi, mais aussi avant de rentrer dans le dessin, se poser des questions de quelle intention d'apparence on veut donner. On a également essayé de réduire le produit avant de vraiment lui donner une forme, de se poser les questions, quels étaient les éléments de base, les éléments essentiels. Un réservoir pour des poissons, une rigole de culture, une petite table de croissance. Et seulement après, on a pu attaquer une phase qui était plutôt de conception, à partir de croquis au début. Ce qui était intéressant également dans la démarche du Design Challenge, c'est que on a pu confronter les dessins qu'on faisait directement à une forme de matérialité, en faisant une maquette qu'on a faite durant le challenge, ce qui nous a permis, alors c'est pas une représentation réelle du produit qu'on a proposé, mais ça nous a permis de montrer une intention quand même. On a pu la présenter donc vraiment ici dans cette salle, hein, il y a 3 ans, dans une salle qui était bien plus pleine évidemment. Voilà, et ça en soi c'était une partie de la démarche qui était pratique, mais qui était vraiment intéressante comme moyen de dialoguer, notamment entre ingénieurs et designers. Et voilà le concept final qu'on a présenté. Donc c'était un système d'aquaponie modulaire qui était destiné plutôt aux entreprises. Ils nous ont fait une super projection 3D, vous reconnaîtrez peut-être que c'est le hall à l'Écale justement. Et puis on a eu la chance de remporter cette première édition du Design Challenge, ce qui a eu plusieurs effets. D'une part, ça nous a validé dans notre vision, puis d'autre part, ça nous a concrètement fait rencontrer le soir du Design Challenge des chefs d'entreprise qui nous ont dit « mais en fait, ça nous intéresse ce que vous faites », qui sont devenus en fait déjà nos premiers prospects. Donc tout ça, ça nous a motivés, ça nous a encouragés à aller de l'avant et puis pousser ce projet plus loin. Donc on a réouvert ensemble, après le design, on a réouvert le projet et on a eu une phase de co-création très intéressante, de ping-pong entre design, ingénierie et puis surtout le regard de véritables clients potentiels. Évidemment, on est allé jusqu'à trouver des fournisseurs. C'était une évidence pour nous qu'il fallait fabriquer ça en Suisse, pour des questions de qualité, mais aussi parce que faire de l'agriculture urbaine, ça n'avait pas de sens si on le faisait fabriquer à l'autre bout du monde, ce meuble. On ne voulait pas que ça devienne un projet de greenwashing non plus. Et voilà le résultat final, hein, c'était le produit actuel de La Fraîche, c'est le meuble vivant. Donc c'est une forme d'étagère finalement, hein, qui contient un aquarium et dans lequel on peut faire pousser des plantes aromatiques, des jeunes pousses. Il est en fonction donc chez nos premiers clients. On a notamment découvert, la phase suivante, ça a été finalement de découvrir qu'au moment où on a réellement les clients, on découvre des choses en plus. Et par exemple, c'est assez formidable, mais dans les EMS, on a découvert qu'il y avait un grand intérêt de la part des résidents des EMS à réellement participer à des animations autour de tout ça. Donc ça a rajouté une forme de fonction. Voilà, on fait des ateliers avec des tisanes. Les résidents aiment beaucoup faire ce genre de choses. Et voilà, et également, comme je le disais, la partie du bas du meuble qui permet de faire pousser des jeunes pousses.
Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour les restaurateurs qui consomment souvent beaucoup de ce genre de denrées qui sont assez chères. Voilà. Et toutes sortes de plantes aromatiques. Alors voilà, j'ai essayé de faire au plus court, hein, mais j'espère quand même avoir eu le temps d'éveiller votre curiosité. Si jamais ça vous intéresse, si vous avez des questions, si vous voulez réagir, n'hésitez pas à me contacter en direct pour venir en parler. Je suis toujours ouvert à ça. Merci pour votre attention. Félix, merci pour cette présentation. En tout cas, ça fait envie. Vous pourriez presque ouvrir un restaurant avec toutes ces herbes aromatiques. On est en contact avec des restaurants, évidemment. Ouais, c'est super. En tout cas, merci de votre présence ce soir et puis de ce témoignage, de montrer ce que ça a apporté, cette collaboration. Merci pour votre invitation. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Je propose qu'on avance dans cette soirée, dans ce programme. On va arriver à la fameuse remise des prix. Là, je vois, on est dans une salle donc à l'ECAL. Les porteurs de projets sont là. Ils regardent, ils attendent. Eh bien, on va passer tout de suite, sans plus attendre, à cette remise de prix. Donc, je vais appeler Alexis Georgiakopoulos à me rejoindre sur scène pour la première remise de prix. C'est celui du vote du jury des experts. Voilà, je vous laisse prendre un micro. Je vous prête le mien. Est-ce que Daphna, on ose te piquer un micro? Ah, il est juste sur la table. Excellent. Il devrait être allumé. Voilà. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Ça va bien. Vous êtes content de cette édition? Très content. On a survécu aux petits aléas de la technologie. Ouais. Et puis on est bon. Oui. Voilà. On est bon. Extra. Eh bien, Alexis, je crois qu'on ne va pas faire attendre plus de temps tous ces projets. Je crois que vous voulez annoncer le prix gagnant, le prix du jury. Oui, alors j'ai le grand plaisir pour cette 4e édition de Innovation by Design Challenge d'attribuer le prix du jury à Isochronique. Félicitations, Isochronique. Isochronique, je vous invite à nous rejoindre Venez. Pour cette remise de prix. Donc Isochronique reçoit le prix du jury d'une valeur de 8 000 francs. Félicitations. Les voilà. Félicitations, bravo. Bravo. Je crois qu'on peut encore les applaudir une fois. Merci beaucoup. Ça, je le garde. Oui. Vous allez avoir la nôtre après. Me revoici sur scène. Nous allons continuer la remise des prix suivants. Je propose à Jean-François Clément de me rejoindre également sur scène. Voilà, Monsieur Clément a la tâche de remettre le prix du public. Je crois qu'il n'y a plus de suspense. Je crois qu'on sait déjà qui a gagné le prix. Oui, je pense que celui-ci, les spectateurs ont pu suivre l'évolution en ligne, en direct du vote. Et le prix coup de cœur du public est remis à Datassi. Fantastique, Datassi. Félicitations. Voilà, il nous rejoint, traversant la salle. Merci. Félicitations. Merci, voilà. Merci. Est-ce que je pourrais passer un petit mot Alors, merci le public, merci pour votre vote. Je voudrais quand même remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont voté pour nous. En premier lieu, ma team, mon associé Timothée, Daniel, les designers qui ont collaboré très très dur sur ce projet. Merci à vous, Johan, Tom. De plus, ma famille, mes amis, le TIEX, les frérots, et celui-ci il est pour vous. Et merci à tous les autres. Merci pour votre support. C'était un vrai plaisir d'avoir partagé cette expérience avec vous tous. Merci. Bravo encore. Super, merci pour ce dynamisme et félicitations. On passe au 3e prix, c'est le prix du conseil communal.
Et c'est toujours Monsieur Clément qui le remet. Donc le prix du conseil. Voilà le communal. prix du conseil communal. On nous a communiqué le vote du conseil communal et le vote du conseil communal souhaite remettre ce prix à Isochronique. Félicitations. Toutes nos Encore. félicitations aussi. Donc Isochronique ce soir, c'est carton. Ils redescendent sur scène. Donc ils reçoivent un prix d'une valeur de 1000 francs. Félicitations. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose? Merci à vous, en fait, surtout. Puis c'était franchement super intéressant. On a passé 2 bonnes semaines, on a travaillé dur, mais c'était vraiment cool. Donc merci à vous, merci à l'ECAL, à vous. Merci Thiel. Bravo. Merci. Félicitations. Extra, restez encore connectés puisque la suite du programme continue. Encore une partie de réseautage, on a encore un apéro. Nombreux d'entre vous ont dû recevoir une petite surprise à la maison après s'être inscrit. Donc j'espère que vous avez gardé cette surprise bien au frais, que vous allez pouvoir l'ouvrir tout soudain. Je profite de votre attention avant qu'elle ne change après une petite gorgée d'alcool pour faire les remerciements. Remerciements à tous les partenaires, bien sûr à vous participants, au public, aux conseillers communaux, aux graphistes, à la technique, aux coachs que sont Camille Blin, Nathalie Niffler, Didier Schwartz, Mishka Mello, aux organisateurs, Andrea Rombaldi, Daphna Glauber, Nicolas Servajon, aux chargés de communication au soutien d'Alexis Georgiakopoulos et de Monsieur Jean-François Clément. Voilà, on passe maintenant à la partie réseautage. La partie réseautage, elle se trouve à gauche de votre écran. Normalement, un petit pictogramme vous invite à cliquer sur cette partie réseautage. Ça se présente en fait comme un jeu. Vous avez 2 à 5 minutes pour rencontrer de manière aléatoire d'autres personnes du public. On vous invite vraiment à jouer le jeu. On va organiser 2 ou 3 tours pour créer de nouvelles rencontres. Et puis, pour savoir qui démarre la conversation, on vous invite à jouer à feuille, caillou, ciseaux. Ça vous rappellera certainement votre enfance. C'est toujours sympa. Donc, n'hésitez pas à jouer à ce petit jeu avant de démarrer avec la personne qui sera en face de vous sur votre écran. Moi-même, je vous remercie d'avoir suivi toute cette soirée, cette remise de prix. Ça a été aussi un challenge technique. On s'en est, pour finir, très bien sorti. C'était très, très sympa. En tout cas, l'ambiance ici, on est très peu, mais elle est folle, elle est sympa. Merci en tout cas du soutien. Et puis, écoutez, que la soirée commence. Moi, je vous rejoins aussi sur la partie réseautage. J'espère vous revoir l'année prochaine. Monsieur Clément, le dernier mot de la fin. C'est à vous. Oui, c'est toujours des soirées qui sont exceptionnelles. On a de nouveau eu une qualité incroyable de produits, enfin de prestations. Et je crois que tout le monde est très très content. On a eu 2 conférences extrêmement apprenantes aussi. Donc bien évidemment, on va continuer sur ce modèle-là. Et l'année prochaine, ce sera en présentiel avec cette fois tous les acteurs sur le site de l'ECAL, tous les acteurs économiques de la région, toutes les personnes qui sont des partenaires de ce projet. Il y aura un apéritif magnifique et puis on compensera ce que nous devons, de ce dont nous nous privons cette année. Et merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis à l'écran. Donc à l'année prochaine pour une édition à nouveau exceptionnelle. Merci. Merci et très bonne soirée. Au revoir.